Est-ce que c'était une si mauvaise cuvée que cela 2022? Regardez plutôt avec ce tableau, il y a, on va dire, deux aspects qui vont s'opposer. Une révolution 2022 qui semble être réussie, de belles batailles en piste, des écarts resserrés, point d'interrogation, parce qu'on a eu trois écuries qui ont gagné. On a vu même une lutte parfois à 3 sur certains Grands Prix de cette fin de saison. Un bouleversement de la hiérarchie, parce que c'est vrai que l'hégémonie Mercedes est tombée. Et puis, quelque part, c'est un peu le point noir. Peu de suspense au championnat. Verstappen et Red Bull qui ont complètement écrasé la concurrence. Pas de victoire surprise cette saison. On a vu Ocon l'année dernière, même voir Daniel Ricciardo à Monza. On a vu Gasly il y a 2 ans. Cette année, voilà, ce n'est pas sorti trop, on va dire, de la normalité. Mercedes qui sera Ferrari qui déjoue, ça explique aussi peut-être pourquoi on n'a pas eu beaucoup de suspense. Et puis quand même des batailles, on l'a vu tout à l'heure avec le classement justement des constructeurs, à tous les niveaux, il y a eu de l'enjeu jusqu'au dernier Grand Prix. 2022, est-ce que vous vous êtes régalé ou est-ce que non, c'est une saison à jeter à la poubelle et on a hâte de passer à la suite? En fait, ça dépend du référentiel quota, ça dépend de à quoi tu compares. Si tu compares à l'année dernière, ça va être compliqué de faire mieux. Par contre, j'ai l'impression quand même que, tu vois, dans une saison qui a été autant dominée dans les chiffres, on s'est quand même régalé. Parce qu'il y a eu ces combats pour P2, pour P4, pour P6, pour P8, tu vois, avec As et AlphaTauri jusqu'au dernier Grand Prix. J'ai quand même l'impression qu'on s'est régalé, en fait. Encore une fois, quand on remet ça dans le contexte, dans une saison qui a été pliée 4 courses avant, avec une domination de Max Verstappen qui a été sans partage dans les chiffres, encore une fois. Mais on a eu tellement de choses à dire, en fait, avec Ferrari qui s'est jeté toute seule à la poubelle, avec une victoire de Carlos Sainz, une victoire de George Russell, qui sont les 2 nouveaux vainqueurs de cette année. Bon, il a peut-être manqué une victoire surprise. Après, peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon travail, tu vois, mais j'ai l'impression quand même qu'on s'est régalé. Il y a 5 vainqueurs différents, ouais. Et il en met quand même 15, Verstappen. C'est-à-dire que justement, il y a ce paradoxe de Max Verstappen a dominé le championnat, et pour autant, il y avait de la place. C'est, je pense, le regret qu'on a tous, c'est qu'il y avait de la place pour qu'il y ait des vraies luttes, et que le seul qui a été à la hauteur de cette saison, c'est lui. Charles Leclerc avait la voiture, a fait des erreurs, l'écurie a fait des erreurs. Carlos Sainz était en dessous en termes de rythme au début de saison et il a eu du mal à revenir. Mercedes n'avait pas la voiture. Au final, lui, il a été tout seul, métronome, et quand tu fais pas d'erreur, ça donne ça. Maintenant, comme tu le dis, c'est une question de référentiel. On est biaisé par 2021. Ouais, surtout, c'est ce que j'allais te dire. Qui est certainement dans le top 3 des plus belles saisons de l'histoire de la Formule 1. Oui. Je n'ai pas toutes les saisons en tête, mais à mon avis, avec 2007 et 2008 déjà... 2012 aussi. 2012, voilà, mais celle-là, pour moi, elle est incroyable, 2021. Ouais. Et 2022, il ne faut pas oublier où on se situe par rapport à l'évolution de l'histoire de la F1. On est sur un changement d'air. Donc, des nouvelles technologies, une nouvelle manière de se mettre en place, et on repart d'une feuille blanche. Je prends les 2 derniers cas de changement d'air que j'ai en tête, à savoir 2009 et 2014. 2009, saison horrible, certes marrante, avec Brown GP qui arrive, qui détruit tout sur cette course et qui derrière est de plus en plus nulle part avec l'arrivée de Red Bull. Mais il n'y a pas de lutte. Button, il est champion assez rapidement. Et Jenson Button met 2 secondes et demie d'avance sur le premier tour en Australie à tout le monde. Signe qu'on va se faire... il gagne 6 des 7 premières courses. Voilà. Ouais, donc, il y a cette histoire de double diffuseur, personne n'a vraiment compris les règlements. Il y a le KERS qui arrive. C'est un bordel sans nom. C'est pas une bonne saison. 2014, les 2 Mercedes luttent toutes seules, toute la saison. Des fois Button, des fois... qui était coéquipier de... En 2014 ? Ouais. Magnussen ? Ouais. D'ailleurs, Magnussen fait podium sur sa première course. Oui, mais des fois Button, Magnussen 3ème, des fois un peu les Ferrari, mais sinon, t'as qu'une lutte, c'est Hamilton, Rosberg, les 2 sont devant 1 minute d'avance. Ricciardo qui gagne 3 courses quand même. Mais t'as une lutte interne aussi. Ouais, heureusement qu'on avait Rosberg. Je suis désolé, mais pour moi, en fait, j'ai juste regardé 2 mecs se tirer à la bourse. C'était la Race of Champions à Bercy, en fait. C'était absolument pas de la Formule 1. J'ai la même chose en 88 pour Senna Prost. S'il gagne 16 courses, il s'explose la saison, c'est le record de victoires sur je sais pas, je trouvais ça plus romantique moi à l'époque, mais je pense que tu l'as lu dans les histoires. Tu vois le résumé. Non, j'ai revu les saisons, mais je sais pas, peut-être que c'est le côté ancien qui me fait parler, mais tu vois 2009 et 2014, je trouve pas que ça a été aussi bien que cette année. Cette année, on a 5 vainqueurs différents. Je suis d'accord.
T'as une lutte au championnat du monde en 2014 jusqu'à la dernière course. Jusqu'à Abu Dhabi, oui, bien Non, sûr. mais il y avait les points doublés, c'est pour ça, les gars. Oui, c'est vrai. ouais, Ça, c'est c'est vrai, vrai, des c'est vrai. 50 points à Il y Abu avait Dhabi. cette aberration Ah, des points c'est vrai. doublés. Eh La oui, belle oui, idée c'est- de Bernier Ecclestone. Ouais. Oh, le braquage, j'adore. Belle idée, je pense que ça a été belle idée du chéquier du promoteur Ouais, d'Abu ouais, Dhabi ouais. aussi. Hein. Ça, Pour c'est dire non mais attends, on a payé pour la dernière course, on n'a jamais le titre à la fin. Faites quelque chose s'il vous plaît. Et du coup à mon avis ils ont doublé les points pour ça. Hein. C'est pas pour le spectacle. Hein. Non, c'est vrai que sur la nouvelle réglementation de 2014, ça a été jusqu'à 2016, enfin jusqu'à début 2017, une lutte permanente seule en interne entre Hamilton et Rosberg. Donc effectivement, si tu regardes, si tu compares à cette ère-là, là oui, là on est d'accord que 2022 en tout cas ouvre sur 2023 quelque chose de très intéressant. Ah oui. Je suis pas sûr que le public soit vraiment de votre avis. Je veux juste l'avis d'Adrien avant. Est-ce que tu t'es régalé sur cette saison 2022 ? Non. non, je me suis pas régalé parce que c'était ce qui était chiant surtout, c'était de voir une domination des Red Bull qui était devenue facile parce que même un Pérez qui termine 150 points ou je sais plus le nombre précis derrière son coéquipier était à la lutte pour la deuxième place du championnat. Alors qu'on regarde tous les autres coéquipiers, que ce soit Hamilton, Russell, c'est serré, enfin 30 points. Sainz, Leclerc, c'est aussi serré. C'est le seul qui met 150 points à son coéquipier et le coéquipier se bat quand même pour la deuxième place du championnat. Donc ça prouve à quel point Red Bull était au-dessus du lot. Et parce que je pense qu'en termes de pilotage pur, Leclerc reste quand même dominateur sur un Pérez. Et c'est dommage que la voiture ait fait autant de différence cette année. Mais d'un côté, on s'en plaignait aussi quand c'était Mercedes ou quand il y en avait Bien d'autres. sûr. Mais justement, Moi, j'ai l'impression qu'il y a un niveau. Alors, justement, je sais ce que tu vas nous dire. Et garde tes billes. Moi, j'ai l'impression, pour continuer à ce Ça que veut vient dire de dire ferme ta Adrien. Non, mais pour continuer sur ce qu'a dit Adrien, moi, dans l'impression, ce que j'ai pas aimé dans 2022, c'est qu'il y a un nivellement par le bas. Parce que là, ce que tu allais nous dire, c'est que Moi, la voiture j'allais- n'était pas si dominatrice du côté de moi j'allais de Red Bull. dire qu'il y a Et que- un homme qui a été à la hauteur de cette saison et il Mais s'appelle ça- Max Verstappen. Et est-ce que justement, ça montre pas qu'il y a eu un nivellement par le bas ? Mercedes est complètement raté sur son concept 2022, en tout cas en début de saison. Ils ont remonté la pente de manière magistrale, vous l'avez très bien dit Ah oui. il y a la semaine dernière. Ferrari, ça a été disaster class sur disaster class. Et quelque part, je trouve que ça fait, non pas de l'ombre au titre de Max Verstappen, il est tout à fait légitime, il est impérial, les stats le montrent, l'impression le montre, on a loué le talent de Max Verstappen sur ce plateau tout au long de la saison. Mais je trouve, tu vois, tu compares avec 2014, pour le grand public, il y a une lutte jusqu'au bout. Là, tu as vu déjà un championnat à sens unique. Rappelle-toi, on est au Grand Prix de France, quand on voit la Ferrari dans le mur, on est là, on fait, c'est pas bon pour le business, ça. C'est bon, la saison est terminée, on va rentrer à la maison. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il n'y a pas eu aussi. Moi, je trouve que ça a un effet très négatif sur cette saison, c'est le nivellement par le bas avec le cas Ferrari, le cas Mercedes. Il n'y a personne qui est en mesure de match. Enfin, en tout cas, sur cette saison, personne n'a été en mesure de matcher au duo de haut niveau, au trio de la monoplace Red Bull, le pilote Verstappen et les décisions des têtes pensantes de Red Bull. Personne n'a été capable de matcher ce trio-là. Mercedes, que ce soit par un problème de performance, parce que je pense que le reste, ils l'ont, et Ferrari par rapport à un problème de tête pensante, parce que sinon, je pense que le duo de pilote, et la performance voiture, ils l'avaient. Ils ont quand même perdu en performance voiture à partir de. En fait, je pense que si Ferrari n'avait pas fait d'erreur, n'avait pas eu de problème de fiabilité, qu'ils n'avaient pas lâché en termes de points au championnat, je pense que ça aurait été une 2018 en termes de performance. Mais c'était un très beau début de saison, et je pense que jusqu'à la France, c'est un très beau début de saison. Après, les fans de Red Bull diront certainement que c'est une saison incroyable. Peut-être que moi, par exemple, qui aime bien Charles Leclerc, je suis peut-être biaisé par le fait que la France marque le tournant, mais je suis lucide pour te dire que 2021 est une très grande saison. Et il n'y avait pas Charles Leclerc dedans. Donc pour moi, la perte de la lutte, elle arrive là. Mais les luttes secondaires, forcément, m'intéressent un petit peu moins, c'est sûr. Après, 2022 est un bon cru pour autre chose. C'est qu'on a vu des concepts différents, des écuries arriver avec des nouvelles pensées, des nouvelles manières de faire. Et je suis désolé, mais je trouve pas de circuit, ou très peu de circuits, où le concept 2022 n'a pas été validé. C'est vrai. Avec des dépassements à l'extérieur, du fait de dépasser quelqu'un et de pouvoir le redépasser. Sauf à Abu Dhabi, peut-être. Non mais par exemple, on a eu un exemple très beau à Bahreïn. La lutte qu'il y a eu entre Max Verstappen et Charles Leclerc à Bahreïn, ça c'est le début de saison. Et quand je vois que les mecs se dépassent et se redépassent pendant 3-4 tours, ça on l'avait pas avant, parce que c'était forcément un problème de dégradation pneumatique qui faisait que tu passais l'autre devant plus le DRS. Et que forcément tu n'avais plus le capital pour aller repasser. Et plus de retiers. Là, si tu peux dépasser même à capital quasiment équivalent, parce que tu as besoin de moins d'écart de perfo pour aller dépasser. Et ça nous donne des plus belles luttes. Donc, rien qu'en spectacle, on a eu ça. Maintenant, tu couples ça
avec une lutte au championnat, je pense que tu auras des saisons incroyables. Et 2022 est un beau prémisse à mon sens pour Ça, c'est 2023. vrai. T'as un seul Ouais. contre-argument à ça, c'est qu'en fait, en fait j'ai regardé, j'étais un peu surpris tout à l'heure, c'est qu'en fait le nombre de dépassements n'a pas augmenté. Mhm. Il n'a pas beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Par exemple, il y en a 1 ou 2 de plus sur certaines courses. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de courses. La Il y a- ski, hein, le fait que Moins la ski d'aspi. soit, On a perdu la soit, ski. voilà, Donc, moins entre eux. Après, c'est vrai qu'au niveau du racing, c'est beaucoup mieux. On le voit dans les courbes à Silverstone, ça, c'est magnifique de voir ça. Et surtout quand tu compares, tu le vois sur les images, hein, tu vois que les voitures, l'an dernier notamment, avaient un mal fou à se suivre dans une fenêtre de 5 secondes. Il fallait un delta de l'espace pour pouvoir dépasser presque. Donc c'était frustrant. Ce Et qui ça, rendait le DRS totalement inutile avec l'aspiration. Voilà. C'est que tu as un delta plus l'aspiration pour le DRS que tu veux te défendre. c'est pour ça que je suis d'accord avec Brice par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que cette saison 2022, même si je pense qu'elle a été tronquée par ce qui s'est passé avec Ferrari, qui a jeté à la poubelle un certain nombre de courses en termes de au niveau de la fiabilité et surtout avec la stratégie, je pense qu'elle ouvre sur un opus 2023 très intéressant, surtout si on se rend compte de ce qu'a fait Mercedes cette année, en partant de loin et en revenant aussi fort, gagnant une course. Voilà, ils sont pas dans le rythme à Abu Dhabi, mais c'est normal, on revient au niveau de la mer. Mais les prémices de cette saison 2023, je trouve, sont très intéressantes. Alors, ça répond pas forcément à la question que tu poses, Manu, mais je trouve que ça joue aussi dans cette saison 2022. Une réponse, hein, là-dessus, je suis d'accord. La fiabilité, les gars, aussi, on nous en parle beaucoup dans le chat. C'est vrai que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu la fiabilité mis justement à mal de cette manière-là. Bah, c'est normal. C'est un aspect intéressant, je trouve. Ça nous rappelait un peu la F1 de notre jeunesse, quoi. C'est normal, les moteurs sont gelés, sauf pour la fiabilité. Bien Du sûr. coup, tu mets tout sur la perf et derrière, tu t'occupes de développer la fiabilité quand tu as le droit de la développer. Donc, c'est pas mal. Et quelque part, j'étais assez content de retrouver ça. Mhm. Parce que ça participe au spectacle d'une saison. Le sport auto, c'est pousser la voiture à ses limites. On a eu une politique qui était justement de développer le sport auto pour l'automobile de tous les jours. Et effectivement, s'il y a des problèmes de fiabilité, ça ne met pas en avant la marque. Mhm. Aujourd'hui, on a des politiques d'économie des coûts. Ça veut dire qu'on n'est plus en 2007 à avoir un moteur toutes les 2 courses. Aujourd'hui, c'est 3 moteurs par saison, c'est 3 turbos par saison, c'est 3 boîtes de vitesse aussi, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Donc ça veut dire que on est davantage dans cette logique de l'économie. Donc on avait perdu ça un petit peu. Mais là, en sachant qu'on peut plus toucher à la perf, alors, je sais plus exactement comment c'est, mais globalement c'est tu touches plus à la perf et tu peux toucher à la fiabilité. C'est ça. Là ils ont tout mis sur la perf et on a vu quand même des choses intéressantes par rapport à ça. Donc moi j'ai trouvé ça bien, le retour des problèmes de fiabilité, parce que ça rajoute un côté incertain à la course Complètement. qui est assez plaisant, je trouve. Pour le spectacle, c'est aussi bien, et puis ça fait partie du sport auto. Ta machine, elle casse pour des raisons de pilotage, pour des raisons d'exploitation, pour des raisons d'utilisation, d'usure. Ça fait partie de la chose. Effectivement, c'est cool. Est-ce que tu as eu des échos, Adrien, sur le retour des pilotes, justement, sur le plaisir que certains ont pu prendre sur le concept 2022 par rapport à ce qui se faisait avant? Je te pose une question, je trouve que tu n'as jamais eu de retour là-dessus. Et Si. Oui, ça a énormément aidé parce que le gros problème avant, c'était la traînée, Mhm. le dirty air, et c'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais même dans les formules de promotion, que ce soit F2 ou F3, il y a énormément de dirty air. Et il y a même, je pense qu'en F2, il y a autant de dirty air qu'en F1, alors que c'est une voiture qui a beaucoup moins d'aéro. Et en plus, le gros problème de la F2, c'est pour ça que moi, je préfère regarder une course F3 que de la F2, parce que la F2, le DRS, il aspire pas. En Mhm. fait, ils ouvrent, ça change. Enfin, il n'y a pas un réel gain de vitesse de pointe, alors qu'en F3, ça aide énormément à dépasser. Et la Formule 1 a fait un énorme pas en avant et ça a rajouté énormément de racing, comme vous l'avez dit, surtout à Silverstone. Moi, j'étais au Grand Prix de Ouais. Silverstone. C'est la première fois que je voyais dans Copse, Beckett Chapel autant de C'était fou. voitures qui se suivaient. Ah, c'était fou ça. Et c'était génial parce que c'est beau à voir les voitures qui arrivent à se suivre, alors qu'avant elles se faisaient sous virage et puis bon, t'étais direct en dehors du DRS, quoi. Oui, tu tapais dans tes pneus en plus, Ouais, beaucoup c'était- plus. C'était fini après 3 tours, alors que maintenant ils arrivent à se suivre sur 10 tours même, sur des relais entiers, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, les gars, et bon, ça fait partie peut-être un peu du nivellement par le bas, mais c'est le retour aussi également à l'instinct, c'est-à-dire ce fameux porpoising, le rebond que Adrian Newey a réussi à anticiper, parce que lui, il avait connu justement, fait cette thèse sur l'effet de sol, et quelque part là, j'allais dire la fin des calculettes, non, c'est pas la fin des calculettes, mais la sanction en tout cas de ceux qui regardent toujours les softwares, les logiciels, etc., etc. Et le retour à l'instinct du directeur technique, je trouve que c'est une des bonnes morales en tout cas de cette saison 2022. C'est étonnant de voir que Mercedes l'a pas senti venir quand même. Quand tu vois ça, c'est vrai que Adrien Newey. Peut-être qu'il regarde moi, trop les ordinateurs. Moi, j'ai été super surpris du fait que Adrien Newey ait été le seul. J'ai pas été surpris que lui Mhm. l'anticipe, mais qu'il ait été le seul à le voir venir quand même. Mhm.
avec des voitures à effet de sol, c'est incroyable. Après, c'est pas nouveau qu'Adrien Newey Est un génie. est le seul en haut du haut des techniciens aérodynamiciens et que y a personne qui lui arrive à la cheville. Hein. C'est le mec qui est le plus là depuis le plus longtemps. Il a designé la McLaren qui a été presque victorieuse aux années Kimi. Depuis qu'il est chez Red Bull, Hakkinen, il y a eu la McLaren Hakkinen, la Williams des années 90. je passe tout ça. Il design la Red Bull. La Red Bull, elle n'est pas moins bien designée quand il gagne plus. Hein. C'est le moteur qui va pas. En 2014, 2015, 2016, 2017. Hein. C'est la recherche d'un moteur performant qui fait qu'il ne gagne pas. Mais sinon, sur tous les circuits aéros, ils sont devant. Hein. C'est pour ça que Red Bull grappille à chaque fois des victoires dans les saisons de domination Mercedes. Alors que parfois, sur d'autres circuits, ils sont nulle part à cause de parfois du moteur Renault et au début de l'ère du moteur Honda. Donc, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Et comme je disais au tout début de saison, je me disais, c'est marrant qu'on n'ait pas eu, au vu du fait que le changement d'air était un changement d'air aéro, comparé à 2014, qui était vraiment une révolution moteur, on n'ait pas eu des écuries qui aient mis un paquet monstrueux pour tenter de recruter ce mec. Je ne sais pas comment il est baqué en termes de salaire chez Red Bull. Il est pris du recul en plus avec les circuits il y a 2 ans après son accident. Ouais, Et la première chose à laquelle tu dois penser au moment où tu penses à cette ère, c'est de te dire je dois avoir le meilleur aérodynamicien du monde parce que là, il n'y a plus d'aéro. Donc lui, il saura dessiner une voiture qui sera par essence aérodynamique, sans surplus. Red Bull a réussi à le garder et Red Bull fonctionne. C'est vrai, quand tu penses au pareil qu'ils font quand ils arrivent en Formule 1 de prendre un Newey et que le mec vient quand même. Parce que tu dis qu'est-ce qu'il va faire, c'est comme Vettel quand il va chez Red Bull en 2009, tu dis mais qu'est-ce que Red Bull, si on se souvient des performances de cette Red Bull au début à son arrivée en Formule 1, c'est l'équivalent d'AlphaTauri aujourd'hui. Enfin, c'était 5-6e au championnat, enfin pas cette année pour AlphaTauri. ils étaient loin. Sacré pari, quoi. Incroyable. Exactement. Locatelli qui nous dit aussi également dans le chat, attention les gars, vous mésestimez l'absence de James Allison du côté de chez Mercedes qui était je crois engagé dans la Copa América. On verra en tout cas en effet si Mercedes pourra se relever. Enfin Mercedes c'est quand même déjà pas mal relevé. Hein. Je sais plus si c'était toi ou Hamza qui disait la semaine dernière. Mois, hein. Voilà c'est ça. Ferrari a mis des années à se relever. Renault ne s'est jamais relevé. McLaren ne s'est jamais relevé. Mercedes est revenu en 10 mois. C'est quand même assez incroyable, ça prouve encore une fois le génie de cette écurie. Voilà les amis, pour cette saison 2022, une saison si nulle que ça, vous nous répondez bien sûr en commentaire de cette vidéo, vous nous dites un petit peu aussi également votre avis. On a vu des avis assez différents sur ce plateau et c'est intéressant, on poursuit la discussion avec vous sur les réseaux sociaux et en commentaire bien sûr de cette vidéo. Dernière partie, on a un invité, il y a donc un entretien aujourd'hui. L'invité s'appelle Adrien David et on est très 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 content de l'avoir avec nous. Adrien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était je crois 2019, présentation de la Renault. C'était dans le monde d'avant, 2 semaines avant le confinement. Exactement. Je me rappelle de cette rencontre, il y avait Despiello aussi qui était Exactement. là. Et c'était mon annonce, ma première sélection dans la Renault F1 Academy. Donc c'était après mon titre de F4 2019, c'est ça? Exactement. On regarde une petite fiche tiens, concernant la jeune carrière de Adrien David. On l'a dit en début de cette vidéo, Adrien est étudiant à Sciences Po depuis la rentrée de septembre. Il est surtout l'un des grands talents français, bien sûr, de notre sport automobile. Pilote à l'Alpine Driver Academy, plus jeune champion de F4 France de l'histoire. Tu avais à l'époque quoi 15 ans, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu sors de 2 saisons en FRECA. Tu as été 2e au classement du championnat FRECA l'année dernière, à laquelle a participé un certain Isaac Hadjar, qui a fini derrière toi d'ailleurs. Ouais, mon coéquipier. Voilà. C'était une super année avec Isaac. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on était les pires ennemis. En fait, on a roulé ensemble depuis le karting, on était les pires ennemis. Et quand il est arrivé chez Air Race, on a dû être coéquipiers. La relation passait pas, et puis maintenant on est de super bons amis. Et je suis super content de voir qu'il réussit en F3 et qu'il va réussir en F2, ça j'en suis sûr. Tu es en train de nous dire, Adrien, que Ocon Gasly, c'est possible. Bien sûr. Nous, on veut le voir, le David Hadjar, on a envie bien sûr de le voir. Donc tu as fait 2 saisons de FRECA, 2e position, on l'a dit l'année dernière. Je rappelle qu'il y a 2 pilotes qui étaient derrière toi qui se sont retrouvés quand même en F3 l'année suivante. Toi, tu as dû refaire une 2e saison de FRECA, tu as terminé 4e. C'est quoi le bilan un petit peu que tu fais de cette saison ? Super saison. Mon rêve, mon objectif, c'était. Isaac me l'a prise l'année dernière, c'était la victoire à Monaco. Ouais. Je l'ai eu cette année, donc remporter le Grand Prix de Monaco, c'était l'objectif. Hein. On s'était dit avec le patron Thibaut, bon, cette année on l'a refait, mais on ramène Monaco, c'est la priorité.
Début de saison très difficile parce qu'on a changé, nous, de pneumatique Pirelli pendant l'hiver. On est passé des DMA au DMB, donc on a une gomme plus rigide sur le train arrière. Donc du coup, le comportement de la voiture était difficile. Jusqu'à Monaco, où la victoire a un peu relancé la saison. Et je termine avec le recordman de podium en Formule 3R, avec des 16 podiums sur les 2 saisons. Ouais. Et puis cet été, il y a eu le changement. On rappelle que tu es originaire de la Charente-Maritime, Ouais. une région qui te soutient, je crois d'ailleurs. Exactement, si je dis pas de la bêtises. Charente-Maritime est sur ma voiture depuis 2 ans. Je suis originaire de Royan, Mhm. mais j'ai dû déménager pour faire Sciences Po, donc ça me manque un peu. Là, je vais retourner aux sources au mois de décembre pour Noël, mais non, ça va, c'est cool aussi à Paris. Tu es managé aussi par Eric Bouillet, c'est important aussi à préciser. Oui, Eric Boulier qui s'occupait d'Esteban Ocon avant de son arrivée en F1, d'Alex Albon. C'est l'ancien patron de Lotus, F1 et de McLaren. Donc, il y a un précieux soutien pour ma jeune carrière et j'espère que ça va m'aider dans les années à venir. Ouais. Alors, on rappelle que tu as fait 2 saisons de Freca, tu as fait des tests là en F3. Cette année aussi également, tu t'es rapproché un petit peu plus de l'écurie F1 Alpine. Je crois que tu es parti à l'usine. Je pense que tu vas pas nous détailler ce que tu as vécu à l'usine parce que tout ça est top secret. Tu as été sur des week-ends aussi également de Grand Prix. Raconte-nous un petit peu, sans nous donner les détails, parce que raconte-nous ce que tu peux nous raconter déjà et raconte-nous un petit peu ta sensation de jeune pilote de 18 ans comme ça, d'être au contact de grands champions comme Fernando Alonso et Esteban Ocon. Déjà, c'est génial de pouvoir, que les académies se soient autant impliquées dans les jeunes pilotes. Ça permet premièrement d'être avec des pilotes de F1. Donc j'ai pu faire des débriefs avec Alonso et Ocon après des qualifs, après des free practice. Donc de voir à quel point ils détaillent le comportement de la voiture, quels éléments ils mettent en avant quand la voiture se comporte pas bien. Ça m'a aidé aussi, je pense, dans ma saison, d'être plus synthétique avec mon ingénieur, etc. Donc, l'encadrement d'une académie est nécessaire et je pense que c'est un énorme pas en avant pour les jeunes pilotes. Et il y en a beaucoup d'académies, même Red Bull en a une très bonne maintenant. Il y a aussi Mercedes qui s'y est lancé, Ferrari. Donc, presque toutes les équipes maintenant se lancent, même Aston Martin, j'ai vu avec Felipe Drogovic. Donc, elles s'y mettent toutes, ouais. On a une question, c'est Mamba Spirit qui nous dit comment fait-il, Adrien, entre sa vie de pilote professionnel et sa vie d'étudiant ? C'est vrai que Sciences Po, déjà faire Sciences Po c'est bien, ça prend déjà beaucoup de temps quand on est bon à l'école, quand on est bon... Ça va. On appelait ça Sciences Pipo. Alors, Comment tu fais ? Tu nous as parlé d'un parcours aménagé par Sciences Po. Qu'est-ce que tu fais déjà à Sciences Po et quel serait ton but ? On imagine ton but c'est d'être en Formule 1 à terme, mais si jamais tu ne pouvais pas arriver en Formule 1, qu'est-ce que tu aimerais faire à travers ces études à Sciences Po ? Mais moi j'ai fait Sciences Po déjà parce que j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé rentrer d'un week-end de course, bosser, me changer un peu, me vider un peu la tête. Et donc du coup, une fois l'obtention du bac, j'ai voulu intégrer Sciences Po. J'ai eu mon rendez-vous à Paris qui s'est bien passé. J'ai été intégré Sciences Po là, au mois de septembre. Et ce qui est génial, c'est qu'ils mettent en place en fait un suivi des cours sur Google Drive. Donc en fait, j'ai tous les cours, même quand je suis en course. Bon, je vous cache pas que après une qualif, je vais pas aller ouvrir un bouquin, mais sur le principe, c'est censé m'aider et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, surtout dans les avions, en allant sur les courses. J'ai pas mal de bouquins à lire, etc. Mais je le fais parce que j'aime. C'est pas ma famille qui m'a obligé et je pense que c'est bien si jamais le sport fonctionne pas parce que c'est un paramètre. C'est un programme athlète de haut niveau que tu as, c'est ça ? Enfin, en tout Ouais. cas, tu rentres avec ça, non ? Ouais, C'est ça ? en fait, je suis sur le ministère des sportifs de haut niveau, donc ça m'a permis d'avoir le statut sportif à Sciences Po. Et du D'accord. coup, ils sont, en fait, c'est moi qui choisis mes dates d'examen. Alors, il faut quand même que Tu choisis pas les résultats, j'imagine. Je choisis pas les résultats, j'ai un minimum à valider, mais si j'ai une course, je peux le passer 15 jours après, le temps de réviser, et ça passe. Ouais. Justement, alors... Ça ressemble à quoi une journée ? Parce que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés en 2019, physiquement, tu étais un petit peu plus fluet quand même. Là, j'imagine que tu dois pousser un petit peu à la salle. Ouais. Entre l'entraînement C'est les cours physique. géopolitiques, ça. Ouais, moi, j'y vais tous les jours. Alors, il n'y a pas de souci, les amis. Entre l'entraînement physique, l'entraînement pilotage, voilà, le travail auprès, bien sûr, de ton écurie en Freca, le travail auprès, bien sûr, de l'Alpine Driver Academy, le travail scolaire. Bref, ça ressemble à quoi ta journée ?
Alors les journées, elles sont, Approchez-vous. les journées déjà, c'est beaucoup de travail scolaire parce que avant, quand on était au lycée, ça allait, on pouvait se reposer un peu sur ce qu'on avait fait les années précédentes. Là, c'est des nouveaux sujets, donc faut bosser. Je vous cache pas que il y a beaucoup plus d'adrénaline quand on est sur la grille de départ à Monaco que quand on est en cours de géopolitique. Mais c'est nécessaire et les journées, je vais à la salle tous les jours. J'ai un programme qui m'est donné par Alpine. Mhm. J'étais parti là, à Tenerife avec tous les pilotes de l'académie. À cette époque, il y avait encore Oscar Piastri. Mhm. Et T'as chopé le Covid, toi, d'ailleurs, je crois. moi, je l'ai pas chopé. Ah non, mais c'est dans l'Alpine Academy, vous aviez été. Il y a une Ouais, belle on a- anecdote, je crois, à travers ça. Ouais, anecdote de folie. La première année, on a été confinés à Tenerife, tous. C'était le début du Covid, donc c'était Le Helmut Kemp, là, tu sais. 2020. Ouais, c'est un peu. Tu vas voir, on s'en rapproche. C'est le Cyril Kemp. exactement. En fait, c'est arrivé de Chine, un voyageur. J'étais à Tenerife, qui s'est posé à Tenerife. On était tout le clan Alpine là-bas. Et comme par hasard, il s'est retrouvé dans notre hôtel. Donc l'hôtel a dû bloquer. On est passé au journal espagnol. Je rigole, mais c'est vraiment, ça devait pas être Alpine drôle. Academy, Covid, etc. Et moi, ça allait parce que mon début de saison était repoussé, mais il y en avait qui avaient des tests en F2, en F3. En plus, il n'y a que 3 jours de tests en F3 avant le début de saison, donc ils étaient un peu plus stressés. Ouais. Théo en avait en plus, je crois. Il était pas avec vous. Il Théo, était pas avec nous, mais c'est ouais, pas il l'Alpine, faisait ses ouais, tests, hein. c'est pas la FSA Academy, c'est l'Alpine Academy. Ouais, Ouais. exactement. Ok. T'as fait des tests en F3. Raconte-nous comment ça s'est passé. C'était au mois de septembre dernier, je crois. Ouais, la F3, c'est une sacrée voiture comparée à la Freca. Bah, déjà, il y a le DRS, découverte du DRS. C'est super sympa. Alors, c'était un peu open bar pendant les tests. On pouvait ouvrir quand on voulait, donc on se faisait plaisir. Pleine courbe. On se faisait plaisir. Et non, les tests se sont bien passés. J'espère avoir un siège. Je vais avoir une réponse dans les semaines à venir, j'espère. Sinon, continuer avec le programme Alpine. Je sais ils veulent partir en endurance, créer un programme jeune pilote en LMP2 pour partir après en hypercar. Ça me fait moins rêver que la monoplace, mais ça peut être une solution pour devenir professionnel et être rémunéré plus rapidement. Ouais. J'ai une question à te poser par rapport à Isaac. En fait, tu l'as côtoyé, tu nous l'as dit. Il nous avait raconté que c'était lors d'une course phénoménale à Barcelone qu'il avait faite, que Sergio Pérez l'avait vu, en avait parlé à Helmut Marko, et qu'Helmut Marko, après avoir vu la course d'après à Monaco, qu'il avait gagné justement cette année-là, l'avait contacté pour entrer dans la Red Bull Academy. Tes résultats font pas du tout pas le figure comparé à ceux d'Isaac quand tu es avec lui. Est-ce que c'est vraiment une question à ce point-là de chance et d'opportunité, au vu du fait que c'est parce que Sergio Pérez jette un coup d'œil quand il a rien à faire sur Isaac qu'Helmut Marko s'intéresse à lui. Et que du coup, toi, t'as pas encore eu quelqu'un qui jette ce coup d'œil pour aller mettre un coup de boost en plus d'Alpine et de l'académie, je veux dire. Et d'Éric Bouillet. Et Derek Derek Bouillet. Bouillet. Ce qui est différent en fait avec Isaac, j'adore Isaac, et ce qui est différent, c'est quand moi j'étais déjà dans un giron de junior team. Alors cette année-là, j'étais pas chez Alpine parce que j'ai fait une mauvaise saison, donc ils m'ont pas gardé, ils m'ont repris l'année d'après. Mais cette année-là, j'étais pas dans une académie, mais j'en sortais. Et justement, j'avais Éric Bouillet à mes côtés, et alors que Isaac avait jamais été dans une académie, et avait pas de vrai manager. Ouais. Donc, ce qui fait que pour une équipe comme Red Bull, ils se jettent tout de suite sur l'occasion parce que c'est un talent pur et ils adorent emmener un talent De A à Z. Ouais. de A à Z. Alors que moi, j'étais déjà suivi. Donc, j'ai rejoint le giron Alpine l'année dernière au mois de décembre. Et après des tests, j'avais fait des tests avec la Ferrari Driver Academy aussi. C'était soit Alpine, soit Ferrari. C'était avec Prema d'ailleurs en F3 à Barcelone. C'est des super tests où j'étais avec Biermann et Crawford. Et ça s'était très bien passé. Et j'avais eu une offre de Ferrari, mais au final, le pari de signer chez Alpine en tant que Français fonctionne bien. Je pense que je m'y sens bien. J'ai fait Silverstone et Monaco avec eux. Et c'est vrai qu'en étant Français, avec Victor Martins, on se régale, quoi. Quand on part à Tenerife ensemble, il y a une super dynamique. Et j'espère qu'un jour, on pourra être coéquipiers, que ce soit en F1 ou dans une autre catégorie, peu importe. Mais un duo français, ça serait sympa. Et ça, on te le souhaite. Adrien, on est obligé de te poser les questions parce qu'on a lu différentes choses te concernant. Alors, c'est l'occasion peut-être de tordre le cou à certaines rumeurs, de peut-être nous raconter les vérités ou des choses, en tout cas, que tu peux nous raconter. On a lu notamment sur un site... un compte Twitter assez connu pour les formules de promotion qui disait que
en vue de la F3 l'année prochaine, ce serait difficile pour toi pour une question de budget. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que là, en ce moment, avec Eric Boulier, vous travaillez justement sur le fait d'aller chercher des fonds? Est-ce que c'est qu'une question de fonds? Parce que quand on regarde justement ton passage en Fréca, on a quand même la sensation que, je le disais, tu as battu des garçons qui sont actuellement en F2 et en F3. Donc on a du mal, nous, à comprendre de l'extérieur. Je ne dis pas qu'on croit que le sport automobile est une méritocratie parfaite. Justement, les pistonnés vous informent, chers amis, pour vous répéter que non, à travers différents exemples. Mais dans ton cas précis, où est-ce que tu en es dans cet objectif F3, justement? L'objectif F3, c'est un gros point d'interrogation. Parce que peu importe les tests, que ce soit avec Prema ou avec Carlin que j'ai pu faire, avec Ferrari ou avec Alpine, qui se sont tous très très bien passés, c'est des budgets colossaux qu'on doit amener jusqu'à la Formule 1. Et c'est vrai que c'est difficile. Alpine a payé une grosse partie de ma saison cette année, ce qui m'a permis de rouler dans de bonnes conditions avec Air-Race. J'ai remporté 4 courses, donc ça s'est bien passé. Et c'est dommage de ne pas avoir un siège en F3. En fait, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est que les 3 premiers ou les 5 premiers du championnat passent obligatoirement en F3. Et c'est dommage qu'il y ait des pilotes qui finissent 15e ou 20e et qui arrivent à passer quand même dans la catégorie supérieure. Ça, je pense que c'est vraiment un gros point à travailler. Et j'espère avoir un siège. Je l'annoncerai dans les semaines à venir sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux. Mais ouais, on travaille sur un projet F3. Il y a deux sièges pour lesquels je suis intéressé. Et l'objectif, c'est pas malheureusement j'avais une offre chez Prema, mais ce sera pas chez eux. C'est d'aller dans une équipe qui, pour le moment, est un peu moins aux avant-postes, mais en espérant faire comme Isaac a pu le faire cette année, ramener une équipe aux avant-postes qui n'était pas forcément. Est-ce que c'est justement, j'avais posé la question, est-ce que aujourd'hui, une stratégie Isaac Hadjar, contrairement à une stratégie Arthur Leclerc, c'est plus simple pour se mettre en avant? C'est pas plus simple. Moi, je préfère largement être chez Prema parce que je sais que ça ne sera pas la même carrière. Et on l'a vu avec Oscar Piastri, excellent pilote, mais c'est vrai que quand on est chez Prema, c'est quand même pas la même carrière. Plus de pression aussi. Hein. Plus de pression gagner, parce qu'on sait qu'on a la meilleure voiture, donc on doit gagner. Moi, ça sera plus la stratégie Hadjar, la stratégie Isaac, et j'espère qu'elle fonctionnera tout autant. C'est vrai que son pari a été réussi, mais c'est un des seuls qui a réussi ce pari parce qu'il a quand même eu d'excellents pilotes avant lui chez Hightech. Ouais. Je repense à Auger qui n'a pas du tout réussi ce pari-là, de remonter à Hightech, et lui a réussi à le faire. Donc. Mais justement, ce genre de pari t'oblige un peu à être agressif, non? À prouver en piste quelque chose de différent, te montrer. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a marché pour Isaac. C'est ce côté, en fait, là, lui, il dépasse là où ça dépasse pas. Parce que tout le monde suit ce petit train entre la 10 et la 15e place, et quand lui partait derrière, en fait, il te faisait des remontées de fou parce que il te montrait un truc que personne ne faisait. Je pense en Hongrie où il nous avait fait des choses totalement folles. Il y a des moments dans la saison où tu te dis mais il est seul au monde dans cette F3 alors qu'il n'a pas la voiture particulièrement la plus performante. Et justement, est-ce que si toi tu es dans cette stratégie-là, tu dois adapter ton pilotage en te disant écoute, de toute façon, mon objectif, c'est pas particulièrement d'être champion, c'est de me montrer, entre guillemets. Ouais. Donc, du coup, je dois adapter mon pilotage et en faire en sorte que par rapport à mon monoplace, je me montre. Est-ce que toi, ça t'oblige à ça? De toute façon, on sait que quand on signe dans une écurie qui n'est pas l'année précédente aux avant-postes, qui ne s'est pas battu pour les victoires, on sait très bien que le titre va être difficile à avoir et ce qu'il va falloir faire, c'est des étincelles comme l'a fait Isaac. Et de toute façon, c'est ce que je vise en F3 l'année prochaine, c'est de gagner dès que j'ai l'occasion, parce qu'il y a des circuits où je serai où la voiture, où avec l'ingénieur, on aura réussi à la mettre aux avant-postes, et donc réussir à conclure. C'est le gros point qu'a réussi à faire Isaac, c'est quand il a eu l'occasion, je pense au Red Bull Ring, il a transformé l'essai, et c'est des occasions à ne pas manquer quand on est dans une voiture qui n'est pas toujours aux avant-postes. Ouais. À quel point tu as Lucas. À quel point tu as la main sur ton arrivée en F3, dans le sens où qu'est-ce que tu dois faire exactement? Est-ce que tu dois convaincre Alpine de te financer? Est-ce que tu dois toi-même aller chercher du budget par des sponsors, par exemple? C'est quoi c'est quoi ton plan d'action? Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, actuellement, là, je suis à fond avec Eric Boulier à la recherche de partenaires. Okay. Donc, on est super agressif sur sa stratégie parce qu'on sait que c'est la seule qui me permettra de mettre mes fesses dans une F3. Donc, on essaie de trouver les partenaires. Alpine, j'espère, va continuer à soutenir financièrement. C'est vrai que avec le budget cap et avec ce qui s'est passé avec Piastri, ça les a un peu refroidis. C'est vrai, ça peut refroidir. Enfin,
On l'imagine, c'est la logique, mais ce qui s'est passé avec Piastri, ça met un point d'interrogation un petit peu sur l'Académie Alpine. Ça change l'ambiance dans l'académie, c'est sûr. Tu m'étonnes. Et Tout le monde devient suspect. les budgets sont durs à aller chercher. Donc, l'objectif, c'est de faire une année qui me coûtera pas forcément cher. Enfin, de toute façon, avec Eric, on n'arrive pas à ramener les budgets que demande Prema, par exemple. Mais réussir à faire une année étincelante dans une équipe qui est mi-plateau, pour après justement avoir un siège chez Prema ou passer en F2 comme a pu le faire Isaac dans la même écurie. Faut que tu sois là, quoi. Ouais. Et on rappelle qu'en F2, on était un peu dans le secret des chiffres, on parlait de 2 millions d'euros qu'il fallait apporter par saison. C'est sans nous donner le chiffre exact, c'est quoi? C'est moitié moins, c'est beaucoup plus qu'il faut ramener, Adrien? En F3, pardon. Moitié moins. Moitié moins. Chez Prema. Voilà. Et après, c'est dégressif en fonction du niveau de l'écurie. Exactement. Il y a des écuries où on peut même trouver des baquets, pas gratuits, mais très peu chers. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est peut-être. Ouais. Et t'as quoi? T'as Alpine qui participe, t'as la FFSA, j'imagine, qui La fait une FFSA, partie. ouais. Peut-être la Charente-Maritime. La Charente-Maritime Et à partir de là, en fait, il te reste à composer pour C'est ça. trouver, entre guillemets, le pourcentage restant, c'est ça? En fait, j'ai les 3 gros partenaires qui sont Alpine, Charente-Maritime, FFSA. Ouais. Cette année, ils représentaient plus de 50% de mon budget. Mhm. Donc, c'était des partenaires que je ne pouvais pas perdre. Et ensuite, j'ai dû trouver des partenaires locaux. Donc, moi, en Charente-Maritime, à Royan, j'ai trouvé pas mal de partenaires qui m'ont aidé à leur hauteur. Et donc, j'ai réussi à combler le budget. Le problème, c'est qu'en F3, on parle de budgets qui sont complètement fous. Et c'est plus des partenaires qu'il faut, c'est des géants sponsors, comme ils arrivent à avoir en Formule 1, qui justement te permettent de monter les catégories. Ouais. Ce qu'on comprend dans ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, là, de l'annonce qui sera faite dans les semaines qui viennent sur tes réseaux sociaux, notamment concernant ton avenir, à savoir continuer en monoplace ou peut-être partir vers plus l'endurance, c'est un vrai tournant en fait qui t'attend là dans les semaines qui viennent. C'est un gros tournant. Il va se passer beaucoup de choses dans les semaines à venir. Je croise les doigts pour que ce soit la F3, mais je peux pas vous mentir, j'en sais autant que vous. Je sais pas du tout. Et justement, ça dépendra des tests de Formule 2 de cette semaine à Abu Dhabi, puisque ça pourra faire un transfert de pilote qui me donnera un baquet dans une écurie. Donc j'aurai une réponse dans la semaine, en tout cas, sur mon avenir en F3. Tu me dis si je me trompe. Ce que je crois comprendre dans ce que Théo dit. Non, pas du tout. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en gros, t'es arrivé, en tout cas, vous êtes arrivé avec Eric Boulier à trouver un budget qui soit suffisant pour certaines places qui sont prises. Voilà. Et que du coup, pour le moment, vous devez viser plus haut pour les baquets libres. Ouais. Et que vous attendez de savoir si pour les places pour lesquelles vous avez le budget, ça se libère, c'est ça? Exactement. Ok. Là, on essaie j'ai bien compris. de trouver un siège qui me permettra de rouler dans de bonnes conditions et essayer de gagner quelques courses. Ouais. On croise les doigts et l'occasion aussi, parce que Les Pistonnés, c'est une émission qui est assez suivie et par certains décideurs aussi. On croise les doigts pour toi et on invite bien sûr les entrepreneurs qui regardent l'émission et qui veulent miser sur un talent d'avenir, parce que pour le coup, tes résultats le montrent. Il est en plateau ici, il s'appelle Adrien David et si vous voulez bien sûr l'aider, n'hésitez pas. Aussi, aidez bien sûr tout le board. Brice, t'en as cramé de l'oseille dans ta carrière. Et t'en as cramé, et t'as cramé quelques pièces aussi Et également. voiture. Ouais. Charles Germain m'en a parlé. Il continuera d'en parler, bien sûr. Il a monté l'écurie tout autour de Brice, qui est quand même un sacré pilote, je tiens à le dire. Enfin. Tu dis n'importe quoi. Non, mais si, t'es un sacré pilote. T'as battu un mec, je t'ai vu battre sur une piste, un mec qui a fini deuxième du Grand Prix Explorer. Voilà. Mon Pierrot, bien évidemment, qu'on embrasse chaleureusement. Adrien, tu reviens quand tu veux, en tout cas, pour grand plaisir. Pour parler de la suite de ta carrière et la suite des choses. Nous, on continuera à suivre. Je rappelle qu'on avait touché un petit mot, on avait ouvert l'émission justement post-Monaco sur ta victoire, parce qu'on avait été très touchés et très heureux et on souhaite que tu représentes une sorte d'exemple aussi également un petit peu plus méritocratique par rapport à ce que le sport automobile nous apporte. Et puis on salue également les gens qui t'entourent. Eric Boulier en est un, bien sûr. J'ai une petite pensée pour Pierre. Je sais que Pierre Guillonnet du Perra, exactement. qu'on adore tous. Le bienfaiteur, comme on l'appelle bien évidemment dans le sport automobile français. Merci. Non, non, on l'a pas en Marco aujourd'hui, Pierrot. On l'a pas en Marco. Merci Adrien en tout cas d'être venu. Lucas, merci beaucoup pour cette belle saison sur Pole Position. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité ce soir, c'était cool. Ouais, c'est top. Tu reviens quand tu veux. Hein. Tu reviens quand tu veux, y a pas de souci. Mon petit Brice, ça y est, c'est la fin de cette saison 2022. Putain, on a vécu des belles choses. foie gras, rosé, c'est parti. Et le Castellet, ça a été un des grands moments. Et ça de la bouge, préparation
Ouais, exactement. Nous aussi, il faut qu'on fasse notre prépa, pas physique, mais Non, ouais, notre prépa cérébral. mentale. Ouais. Cérébral, bien évidemment. Ouais. Il y en a eu des très très belles choses dans cette saison. On vous remercie tous pour votre soutien aux Pistonnets. Ça a été incroyable. On va remercier nous aussi. On a des sponsors et sans nos sponsors, on pourrait pas revenir l'année prochaine. Donc on croise les doigts, bien évidemment. Winamax, Brut, pour ne pas les citer. Notre production, surtout First Team, avec les excellents Thomas Dufan, Erwan Abotret, qui ont toujours validé ce projet depuis le début. L'excellent Paul Harreur, qui est encore là en réalisation, alors qu'il est Un dimanche soir. passé un dimanche soir. Il y a cru dès le début, Polo, et on le remercie bien sûr de nous avoir encore accompagnés dans cette saison. Tom Chiaravino, qui est un excellent chroniqueur et qui est notre ingé du son quand il s'agit de parler des Pistonnets. Voilà, c'est que des mecs qui ont mis du sang et de la sueur dans cette émission, et on espère vous régaler encore pour une saison de plus l'année prochaine. Merci à toutes et à tous. On va essayer de faire mieux qu'en 2022 l'année prochaine. Ça va être compliqué, mais on va tout donner. Ciao les amis. Home in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I.